Bonjour Magali Fabre, merci d'être venu à ce séminaire. Donc, vous êtes chargé d'opérations et de recherche à l'INRAP, l'Institut national, rattaché à l'UMR 110-44, archéologie, histoire ancienne méditerranéenne de l'Europe, qui s'appelle Archimède, qui est rattaché également vous m'entendez? C'est bon? Qui est également Oui, rattaché à l'Université de Strasbourg. Alors, votre domaine de recherche est l'archéozoologie. Vous avez publié notamment pour la période paléolithique, mésolithique, mais aussi pour des périodes un peu plus récentes, notamment le Moyen Âge en collaboration, et puis l'Antiquité. Vous vous intéressez tout spécialement aux pratiques rituelles liées aux animaux, mais aussi à tout ce qui concerne les recherches sur les relations homme-animal d'un point de vue culturel et d'un point de vue économique. Donc, vous allez nous présenter un exposé, une conférence sur l'alimentation carnéo-paléolithique, qui est un sujet passionnant, puisque effectivement, c'est un sujet qui est traité depuis très longtemps, mais qui fait l'objet d'un certain renouveau. Donc, vous êtes, en étant rattaché à l'INRAP, vous êtes également très souvent sur le terrain, donc rattaché aux opérations préventives. Et donc, je suis très heureux d'entendre votre conférence et d'une collègue que je ne connaissais pas personnellement et qui travaille en archéozoologie, qui est un domaine absolument passionnant, qui fait à la fois partie pleinement de l'archéologie, mais qui a aussi beaucoup de points communs et beaucoup de liens avec l'anthropologie. Et je suis sûr que ça va intéresser tout autant les archéologues que les ethnologues. donc bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. En premier lieu, je voudrais remercier messieurs Pierre Leroux et Luc Jalot pour leur invitation, ainsi que mes deux collègues ici présents, Mathieu Michler et Florent Jaudry, pour l'organisation du séminaire. Donc, ma présentation va quelque peu dénoter un petit peu de la thématique globale du séminaire qui porte plutôt sur la paléobotanique. Je vais ici plutôt vous parler d'alimentation carnée et plus particulièrement de celle des chasseurs-cueilleurs du paléolithique. Donc, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà suivi des cours ou assisté à des séminaires sur cette période. Je vais donc commencer par un bref rappel chronologique et des modes de vie également de ces populations de chasseurs-cueilleurs. Je parlerai ensuite des modalités d'acquisition des ressources animales. Je parlerai également de l'impact du climat et de l'environnement qu'il est nécessaire de prendre en compte lorsqu'on étudie les modes de subsistance de ces populations passées. Et enfin, j'appliquerai un petit peu tout ce qu'on vient de voir au site de la Bombe de Juny qui se situe dans le Jura et pour lequel on va donc appliquer ce que l'on a vu. On va reconstituer les paléoclimats à l'aide des isotopes stables de l'oxygène. On va également voir là, comment on peut reconstituer l'alimentation carnée du paléolithique moyen à partir des restes osseux d'animaux contenus dans les couches stratigraphiques archéologiques. Et enfin, on va confronter ces données entre elles. Donc, tout d'abord, le paléolithique couvre un vaste intervalle chronologique. On se situe à peu près entre 2,5 millions d'années et 12 000 ans avant notre ère. Plus récemment, la découverte au Kenya d'outils lithiques taillés a permis de repousser encore la limite inférieure et on la place aujourd'hui aux alentours de 3,3 millions d'années. Durant cette période, on voit se succéder les espèces humaines. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de parler plus particulièrement de l'homme de Néandertal, ici, donc, de la période du paléolithique moyen. Donc, l'homme de Néandertal, comme vous pouvez le voir, maîtrisait le feu, ce qui est un atout considérable quand on considère l'alimentation, puisque la viande cuite est beaucoup plus digeste et beaucoup plus facilement assimilable que de la viande crue. En l'occurrence, elle permet également d'avoir plus d'énergie encore que la viande crue. Donc, de nombreuses études isotopiques ont montré sur l'émail des dents de ces populations que la part carnée dans l'alimentation était extrêmement importante. Donc, tout d'abord, je vais vous proposer un petit peu une définition. On a des groupes humains du paléolithique qui étaient des chasseurs-cueilleurs nomades et donc ils se déplacent au sein d'un territoire. Un territoire peut se définir comme un espace où s'inscrit le cycle spatio-temporel d'un groupe de chasseurs-cueilleurs, notamment à travers ses mouvements et l'exploitation des ressources qu'il contient.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie en fait que les groupes humains du Paléolithique connaissent parfaitement l'environnement dans lequel ils évoluent. Par exemple, ils savent que lors de la migration des rennes, ces derniers passent par telle ou telle vallée, ou encore qu'à la bonne saison, les chevaux viennent s'abreuver plutôt dans tel lac ou dans telle rivière. Ils sont donc parfaitement inscrits dans l'environnement qui les entoure. Ils ont également des notions d'éthologie, c'est-à-dire qu'ils savent que les troupeaux, en fait, que la composition même des troupeaux d'herbivores, qui va donc être leur cible de prédilection, hein, varie au cours de l'année. Vous avez ici 2 cycles d'éthologie du bison et du renne, avec, par exemple, ils savent très bien que les bisons vont être dispersés entre mai et juillet, c'est-à-dire qu'on va avoir d'une part des groupes de mâles adultes et d'autre part des groupes de femelles qu'on appelle suités, donc avec les jeunes individus. Tandis que pour le renne, par exemple, les 2 groupes sont dispersés entre juillet et septembre et réunis le reste du temps. On voit aussi qu'il y a une différence dans les conditions physiques de l'animal. Donc tout ça, c'est quelque chose qui était parfaitement intégré par les groupes humains du Paléolithique. En termes de gestion de l'occupation du territoire, on peut donc observer plusieurs types de sites. On a ce qu'on appelle tout d'abord, à droite sur l'écran, la mobilité résidentielle, c'est-à-dire qu'on a un camp de base principal qui est le camp vraiment logistique où se trouve toute la population préhistorique qui va se déplacer au cours de l'année. Donc là, on va répéter, ils étaient nomades. Donc, ils vont se déplacer d'espace en espace. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit curseur ici ou pas. Donc, vous voyez qu'ils se déplacent au cours de l'année pour ensuite revenir. Donc là, on a toute la population qui se déplace. Donc ça, c'est quelque chose qui est une mobilité qui va plutôt être observée en climat tempéré. Lors de climat froid, on a ce qu'on appelle souvent une mobilité plus stratégique, avec un camp de base qui constitue toujours pareil, vraiment la négociation stratégique avec l'ensemble de la population. Et cette population va partir ponctuellement, 2, 3, 4 mois, dans des haltes de chasse. Donc les haltes de chasse, ça va être un camp satellite qui va être occupé une partie de l'année pour une durée plus ou moins longue par un petit groupe de cette population initiale. Elle va quitter le camp de base et se rapprocher de zones stratégiques pour pratiquer leurs activités cynégétiques, c'est-à-dire pour pratiquer leurs activités de chasse notamment. On a ensuite ce qu'on appelle les camps d'agrégation. Donc là, non visible sur la photo, mais ce sont des camps où se regroupent justement sur une partie relativement courte de l'année l'ensemble des camps de base que l'on peut rencontrer au sein des territoires et qui vont être des moments d'échange, notamment avec les autres groupes humains qui se situent à proximité. Enfin, pour ce qui concerne tout ce qui est alimentation et les restes sociaux, on a aussi les sites d'abattage ou kill sites, c'est ce que vous avez ici en bas, où on a la zone où l'animal va être piégé. Et d'un point de vue signature archéologique, nous, ce qu'on va retrouver, ça va être des parties un petit peu encombrantes qui vont être laissées sur place. On ne va pas ramener l'animal entier, on va ramener uniquement une petite partie de la carcasse. Et souvent, on va laisser les éléments des pattes ou quelques restes crâniens qui ne vont pas être amenés sur le site de consommation. Donc, sur l'ensemble de ces sites, on va trouver aussi bien de l'industrie lithique, des roches taillées qui vont servir, donc qui sont des outils, et qui vont être associés à des restes osseux de grands mammifères, et notamment d'ongulés, qui vont constituer en fait les reliefs de leur alimentation. Par exemple, dans une halte de chasse, on n'aura pas toute la chaîne opératoire de l'industrie lithique, on va retrouver uniquement des outils finis, par exemple. Je vais maintenant vous présenter un petit peu les différentes modalités d'acquisition des ongulés. Donc, on est au Paléolithique moyen, on est avec l'homme de Néandertal. Et à cette époque-là, les modalités d'acquisition vont être doubles. Soit elle peut se faire par charognage. Le charognage, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on va récupérer la viande d'un animal qui a été tué, mais pas par l'homme. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 types de charognage. Un premier charognage que l'on dit charognage actif. La proie est tuée par un prédateur. Celui-ci va être mis en fuite par l'homme préhistorique qui va donc pouvoir accéder en premier à la carcasse et donc se servir des meilleurs morceaux. On a également un charognage dit passif, c'est-à-dire que l'homme préhistorique trouve une proie dans son environnement,
Celle-ci a pu être morte de mort naturelle ou tuée par un prédateur. Et donc, deux possibilités. Soit il est le premier à découvrir la carcasse, et si la viande est encore consommable, il va se servir des meilleurs morceaux. Soit il va prendre, entre guillemets, ce qui reste. Et donc, il a un accès secondaire à la carcasse. La deuxième modalité d'acquisition que l'on rencontre, c'est la chasse. Donc, la chasse, elle peut être individuelle ou collective. Et là, effectivement, ça a son importance, parce que quand on dit collectif, ça dénote aussi une certaine organisation qui peut être sociale. Et elle peut être soit opportuniste, soit sélective. Une chasse est dite sélective dès lors qu'il y a un choix délibéré envers une ou deux espèces. Donc, au sein des troupeaux, on a deux grandes catégories d'animaux. D'une part, les individus fragiles, qui vont être les individus juvéniles et les vieux individus, qui sont plutôt faciles à abattre. Et d'autre part, des animaux qui sont au meilleur de leur forme, plus difficiles à tuer, mais qui en revanche présentent un excellent rendement, aussi bien qualitatif que quantitatif. Donc la chasse dénote quand même d'une certaine intentionnalité, voire d'une planification, notamment lorsque l'on parle de chasse sélective. Donc plusieurs types de chasse existent, aussi bien la chasse à l'affût, la poursuite, le piégeage, le rabattage. Elle peut être aussi bien au corps à corps avec des armes, avec les stocks et des armes avec des lances, ou alors à distance avec toujours ces mêmes lances, mais en version lancée. Donc ensuite, j'aimerais un petit peu ouvrir une toute petite parenthèse et vous rappeler qu'un animal, ce n'est pas uniquement de la viande. Alors certes, on va prendre l'exemple ici du renne. Certes, on a 24 kg de viande, ce qui n'est pas du tout négligeable, mais c'est également source de graisse. On a 2 kg de graisse, 4 litres de sang, 1 mètre carré de peau, mais aussi de la matière première, de l'os, du bois, des dents, etc. Donc, en ce qui concerne la matière première, j'attire juste votre attention, je fais juste une petite parenthèse, sur le fait que l'industrie sur os avec des saguets et des harpons qu'on peut avoir au paléolithique, ou alors l'industrie, ou alors l'art pariétal, enfin l'art mobilier, pardon, sur les ossements, ça concerne uniquement une période un peu plus tardive qui est le paléolithique supérieur. Donc, je voulais quand même ici vous le présenter. On peut également aussi avoir des os, notamment des dents qui ont pu être récupérées pour faire de la parure. Avant de continuer, j'aimerais également faire un point et vous rappeler l'importance du climat et de l'environnement. Donc, on vient de voir que l'homme préhistorique était nomade, c'est-à-dire qu'il évoluait au sein de son territoire, qu'il connaissait parfaitement, et ce territoire va varier. Donc, effectivement, on voit que le paléolithique est en fait une succession de périodes glaciaires et interglaciaires qui donc va engendrer des changements climatiques plus ou moins durables et d'ampleur également différentes. Le climat va notamment avoir un rôle dans la répartition des espaces habitables disponibles. Ici, vous voyez sur l'image au centre, on a, lors du dernier maximum glaciaire, aux alentours de 18 000 ans, on a la présence des calottes glaciaires phéno-scandinaviennes et alpines qui ont donc réduit considérablement le territoire des hommes préhistoriques. Et, à contrario, la baisse du niveau marin qui a été engendrée justement par la glaciation libère de nouveaux espaces et déplace les côtes. Ce climat va de fait engendrer également des variations de la végétation. On va retrouver donc on va retrouver une végétation qui va varier avec des paysages qui vont être de toundra, qui sont des sortes de landes arbustives qui se développent dans les zones polaires. On va également retrouver des grandes prairies steppiques ou encore des zones de taïga qui sont des forêts de conifères. Donc tout ça pour vous indiquer qu'il est quand même vraiment extrêmement important, voire primordial, de bien prendre en compte toutes ces données sur l'environnement et le climat lorsque l'on souhaite étudier les comportements des hommes préhistoriques. Je vais maintenant vous présenter un petit peu la bande de Gigny. Le sud de la bande de Gigny qui se situe dans le Jura. On est à une vingtaine de kilomètres de Lons-le-Saunier. Et je vais justement vous montrer un petit peu comment, à partir des restes osseux et dentaires d'animaux, on va arriver à reconstituer
aussi bien les paléo-environnements, les paléoclimats et les régimes alimentaires. Donc, la Baume de Gigny est située sur le flanc est de la vallée du Suran. Cette dernière se caractérise par une orientation nord-sud et un relief relativement accidenté et entourée de crêtes culminant à environ 600 mètres d'altitude. Quant à la Baume de Gigny elle-même, elle s'ouvre à une altitude de 485 mètres. Donc, la grotte se présente sous la forme d'une galerie rectiligne d'une centaine de mètres, d'orientation nord-ouest-sud-est, et le réseau karstique est formé de 2 galeries et de 2 salles. Les premiers témoins de l'occupation ancienne de la Baume de Gigny furent découverts dès 1797 lors d'extraction de guano de chauve-souris. Encore actuellement, hein, c'est une réserve c'est un site qui est classé maintenant Natura 2000, notamment par rapport à l'exploitation et à la présence des chauves-souris. Donc, la première découverte, c'est en 1797, et à cette occasion, il a été mis au jour des restes humains qui étaient encroutés de calcite. Ensuite, au XIXe siècle, vont se succéder les fouilles et les découvertes, et notamment en 1838, 2 squelettes ont été mis au jour. On ne dispose cependant d'aucune indication sur leur provenance exacte. En 1876, M. Robert prend la direction des fouilles et les découvertes, direction des fouilles, et mène des fouilles dans la galerie profonde qui fait pour lui office de cimetière. La poursuite des fouilles par un archéologue lyonnais, Émile Chantre, dans la continuité, met au jour un riche mobilier permettant d'attribuer ces sépultures au néolithique. Cependant, à ce moment-là, aucune des excavations n'avait atteint les niveaux paléolithiques. Au XXe siècle, la Baume de Gigny fut fouillée à 2 reprises. Tout d'abord, en 1955, par un habitant de la région qui effectua des fouilles clandestines, entraînant la destruction totale des niveaux historiques et proto-historiques. Puis, la seconde fouille, celle qui nous intéresse aujourd'hui, a duré de 1966 à 1977 et a été menée par Marcel Bumet et Michel Campi. Ces derniers ont procédé à une vaste fouille méthodique, légèrement en retrait, donc on la voit ici, légèrement en retrait du porche, qui se situe juste ici. Donc ça, à raison de 1 jour par semaine, durant 5 mois de l'année, ils ont comme ça réalisé une fouille extrêmement méthodique, qui s'étend sur une trentaine de mètres carrés en surface, et qui, donc, pour des raisons de sécurité, se réduit ensuite. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur les 2 images qui sont ici. On a à gauche la grotte telle qu'elle était il y a avant les fouilles de Marcel Bumet et Michel Campi, et avec un niveau de circulation qui est relativement haut. On le voit par rapport au pilier qui est là, alors qu'ici, ce sont les fouilles en 2004, où on a réalisé des sondages avec Pierre Lopinet, et on voit que ça a énormément changé. Le niveau de circulation est beaucoup plus bas actuellement, et on connaît ici le pilier. Donc, en 2003 et 2004, nous avons, excusez-moi, en 2003 et 2004, nous avons réalisé 2 sondages en arrière des fouilles de Marcel Bumet et Michel Campi. Le premier à une trentaine de mètres en arrière, qui n'a livré que des couches non archéologiques, disons-nous. On va uniquement retrouver des restes d'ours et aucune pièce lithique. Et le second, en 2004, légèrement en retrait, où on a pu retrouver la couche 8, qui constitue le premier niveau moustérien de la Baume de Gigny. Donc, le premier niveau paléolithique qui a été, quant à lui, retrouvé. En revanche, on a assez peu de pièces lithiques. Donc, on pense que voilà, ils ont vraiment été à l'endroit où étaient situés les hommes préhistoriques. On peut effectivement se douter qu'ils n'étaient pas non plus énormément reculés dans la cavité. Donc, toutes ces données ont donné lieu en 1989 à la publication d'une monographie. Le travail qui était relativement complet, puisqu'on y retrouve des études sédimentologiques, des études palynologiques, des études de l'industrie lithique, puisque, comme je vous l'ai dit, il y avait énormément de vestiges lithiques qui a été livré, et également une étude sur les rongeurs pour tout ce qui est paléoclimat. Et concernant la grande faune, il s'agissait exclusivement d'une étude paléontologique des différentes espèces découvertes, donc c'est-à-dire paléontologique au sens où on va s'intéresser à l'animal en lui-même, à sa morphologie et à sa détermination spécifique, et non pas donc archéozoologique comme nous allons le faire par la suite dans la présentation,
qui, elle, consiste plutôt à étudier ces mêmes vestiges, mais d'un point de vue anthropologique, en essayant de mettre un filtre et de comprendre la relation entre l'homme et l'animal. On avait quand même déjà pas mal de travaux. Et donc, je vais vous présenter maintenant cette stratigraphie qui est relativement impressionnante, puisqu'on a 12 mètres de stratigraphie, ce qu'on pouvait déjà un petit peu imaginer quand on voyait les différences de niveau de circulation. Et donc, dans le cadre de cette présentation, je vais plus particulièrement m'intéresser aux couches situées dans la zone centrale de cette stratigraphie. Donc, on a aussi bien de l'industrie lithique que des restes osseux dans la majorité de ces couches. Et on a une chronologie qui s'étend environ aux alentours de 145 000 ans BP, donc before present, daté par uranium-thorium, puisqu'on a un petit plancher stalagmitique qui constituait de la couche 21A dans les niveaux inférieurs. Et puis ensuite, dans le niveau supérieur, on est aux alentours de 32 000, 33 000 BP. Rapidement, je vais vous présenter un petit peu les spectres de faune qui ont été retrouvés dans ces différentes couches. Dans les couches les plus anciennes, on va avoir des spectres de faune assez peu diversifiés, notamment principalement la présence de cerfs et de cheval. Une diversification assez nette dans la couche 17-18, et notamment on notera la forte présence de l'ours, et puis une diversification aussi bien des herbivores ici en vert que des carnivores en rouge. Dans les couches suivantes, 16 et 15, on a toujours cette diversité qui est observée, et notamment l'apparition et l'abondance du renne qui prend de plus en plus de place dans le spectre de faune. Et enfin, la couche 8, où on a un spectre vraiment très différent, avec l'abondance du chevreuil et du castor, ainsi que de l'ours. Alors, pour les couches situées entre les couches 15 et 8, les données sont tellement faibles qu'elles n'ont pas été présentées ici et sont juste évoquées dans le travail de doctorat que j'avais fait. Donc, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il était vraiment important et nécessaire de travailler sur l'environnement et le climat de la grotte pour connaître ce qu'il y avait vraiment autour à cette époque-là. Et donc, on va s'appuyer sur deux méthodes que je vais vous présenter ici, en tout cas dans le cadre des restes osseux d'animaux. Le premier était de regarder un petit peu, de s'appuyer sur ce qu'on appelle les niches écologiques, c'est-à-dire que chaque espèce animale occupe un certain biotope qui lui est propre. Et c'est en fait en additionnant tous ces biotopes, tous ces animaux en fait que l'on rencontre dans la couche, qui vont nous permettre un petit peu d'avoir des informations sur le paysage. Alors notamment sur le degré d'ouverture. Donc par exemple, si on a du chevreuil et des sangliers, on sait qu'on a un environnement qui va être plutôt boisé. À l'inverse, une abondance d'équidés, donc du cheval et de bison, va quant à lui plutôt signifier un milieu ouvert. On peut également avoir des notions sur le climat, c'est-à-dire que toujours pareil, chevreuil et sanglier vont plutôt témoigner d'un environnement tempéré, tandis qu'on va retrouver du mammouth, du rhinocéros laineux ou encore du renne lors des périodes froides. Donc ça, c'est la première méthode donc, que nous avons employée dans ce travail. Et la seconde, que je vais développer un petit peu plus ici, est la géochimie isotopique. Donc la géochimie isotopique, dans l'atmosphère, l'oxygène est présent sous deux formes. La première forme, l'isotope lourd, oxygène 18, et l'oxygène léger, l'oxygène 16. Cette proportion entre les deux varie au cours du temps et est fonction du climat et des températures. Donc, je ne vais pas ici reprendre le cycle d'eau, ça serait bien trop laborieux à démontrer. En tout cas, dans l'atmosphère, on va avoir une proportion entre l'oxygène 18 et l'oxygène 16. Et cette proportion va refléter le climat. Lors de précipitations, cette proportion oxygène lourd, oxygène léger va être transmise à l'eau environnementale, c'est-à-dire l'eau des rivières, l'eau des lacs, voire des mares. Et va ensuite, donc on va retrouver cette proportion. Cette proportion va ensuite être transmise à l'animal via son eau de boisson ou ce qu'il mange. Et lui-même va ensuite figer, vraiment figer est le terme, hein, dans les mailles dentaires. Donc les mailles dentaires de l'animal, lorsqu'il va se cristalliser, hein, quand elle va
se minéraliser, va se minéraliser en adéquation avec l'eau du corps, et donc on va enregistrer ces différences de proportions. Donc, dans le cadre de ce travail de doctorat que j'avais réalisé, on était parti sur 2 stratégies d'échantillonnage. La première qui est ici, on a donc échantillonné une dent d'équidé du haut en bas de la couronne. Donc, une couronne d'équidé, c'est environ 7-8 cm. Et donc, on va prendre un échantillon de poudre d'émail ici, qui va donner donc une valeur moyenne. Et puis, on a également réalisé des prélèvements, ce qu'on appelle serriés, donc tout le long de la couronne. Pourquoi? Parce qu'en fait, une dent d'équidé met environ, alors ça va être variable en fonction du rang dentaire, mais met environ 2 ans pour se minéraliser. Ce qui fait qu'on va avoir un enregistrement climatique qui va être saisonnier. Donc, juste pour information, les oxygènes de l'isotope vont être contenus dans l'émail et l'émail va être figé. C'est-à-dire que dès que la dent se minéralise, la donnée est stoppée. Alors que si on étudie plutôt le carbone et l'azote, les autres isotopes classiquement étudiés, là, on a un renouvellement, c'est dans l'os, et donc on a un renouvellement du collagène qui fait qu'on enregistre plutôt les derniers indices de la vie de l'animal. Donc là, on est sur les premières vies de l'animal. Alors, c'était à peu près clair. Et donc, je vais vous présenter les échantillons qui ont été étudiés. Donc, on a un échantillon dans toutes les couches inférieures de la stratigraphie. On a 25 dents qui ont été échantillonnées. Et les couches que vous voyez ici en gras sont celles sur lesquelles on a pu faire des analyses multisériées pour voir un petit peu les variations saisonnières du climat. Donc, au total, on a 85 échantillons à partir de dents d'équidés et de cerfs. Alors, je ne l'ai pas montré ici, on avait également regardé un petit peu à partir du renne, mais l'éthologie du renne, notamment la consommation de lichen et la gestion de neige, va un petit peu modifier tout ça et pas forcément propice pour ce type d'études. Je vais passer assez brièvement sur les résultats. Donc, sur la couche qui est à 145 000 BP, donc la couche la plus ancienne pour le paléolithique moyen, on observe des variations cycliques saisonnières assez caractéristiques et une température moyenne. Alors ici, je vous ai mis les températures. Il faut savoir, quand on voit un petit peu les écartifs, on est quand même sur des intervalles assez larges, donc on va plutôt travailler en relatif. Donc ici, elles sont données plutôt à titre indicatif pour se faire une idée. Actuellement, la bombe de Gini, on est sur une température moyenne annuelle de l'ordre de 11 degrés. Voilà. Donc là, on a l'une qui indique un signal saisonnier, tandis que l'autre a un signal beaucoup plus lisse. Je ne vais pas en parler ici. Si vous voulez, on pourra y revenir pendant les questions. Rapidement, la couche 19, le signal est là aussi un peu plus ténu. On peut quand même considérer que les pics extrêmes supérieurs et inférieurs constituent les températures estivales et hivernales. On est sur des températures un petit peu plus fraîches que précédemment. Pour la couche 15, on est là sur des températures bien inférieures à ce qui existe aujourd'hui. Et par exemple, actuellement, l'été, on est aux alentours de 20 degrés de moyenne annuelle. Et l'hiver, toujours actuellement, on est plutôt à 4 degrés. Donc là, on est vraiment sur des températures bien plus froides que ce que l'on connaît aujourd'hui. Et enfin, la couche 9, qui, elle, témoigne plutôt d'un redout et d'une période tempérée. On est sur des températures qui sont globalement conformes à ce que l'on retrouve aujourd'hui. Si on revient un petit peu et qu'on globalise toutes ces données, c'est-à-dire qu'on met ensemble aussi bien les dents qui ont été échantillonnées avec une seule moyenne et les dents multisériées, on observe une bonne congruence entre les données obtenues à partir du cerf et celles obtenues à partir des équidés. Donc, on observe un refroidissement qui est progressif au sein de la couche, au sein de la stratigraphie. Et ça marche plutôt bien avec justement l'apparition du renne. Donc, je vous disais d'un climat plutôt froid, donc qui apparaît au niveau de la couche 19 et qui tend à augmenter par la suite. Concernant les couches, donc vous avez ce gap toujours entre les couches 15 et 9 qui est présent. Et puis vous voyez les couches 8 et 9 qui, elles, on a un petit peu plus de divergence entre le cerf et le cheval, mais quand même, on voit qu'on a des températures qui sont beaucoup plus tempérées, beaucoup plus chaudes, et qui, elles aussi, correspondent assez bien avec le fait d'avoir du chevreuil et du castor dans les assemblages.
Donc voilà pour le premier point sur les reconstitutions des paléoclimats et paléo-environnement à la Bombe de Gini. Je vais maintenant passer à l'étude archéozoologique. Donc on s'est intéressé à la relation que l'homme pouvait avoir avec l'animal et on a regardé donc le même matériau osseux que ce qui avait été découvert et étudié dans des précédentes études, mais sous un autre angle. L'objectif, c'était donc de comprendre comment les modes de subsistance et les modes de vie des chasseurs-cueilleurs pouvaient être mieux appréhendés. Donc, pour cela, on utilise plusieurs outils, qui sont la taphonomie, l'étude des spectres de faune, les représentations squelettiques, quels sont les ossements que l'on va retrouver, à quelle partie du corps ils se rattachent, l'âge et le sexe des individus, ou encore leurs modifications anthropiques, c'est-à-dire les traces que l'on va pouvoir retrouver laissées par les hommes préhistoriques. Tout cela, dans quel but? Déjà, de savoir qui est l'agent à l'origine de l'accumulation. Le transport et le traitement des carcasses. Est-ce qu'on a un animal qui a été ramené entier sur le camp ou est-ce qu'on a un transport différentiel? Quelles ont été, ou quelle a été, puisqu'on va voir qu'elles peuvent être multiples, les modalités d'acquisition des ongulés. On va essayer également d'estimer la durée d'occupation du site ou encore le type de site auquel on a affaire. Donc avant tout, ce qui est extrêmement important dans cette étude, c'est de savoir qui a ramené quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, une couche archéologique, en tout cas pour les périodes anciennes et puis dans les grottes, on sait que les grottes ont été occupées alternativement pendant une année, aussi bien par les carnivores, et en l'occurrence à la Bombe de Gini par l'ours, que par l'homme préhistorique. Donc il s'agit de démêler un petit peu qui a ramené quoi dans la cavité. Donc pour cela, on va regarder et on va essayer de quantifier l'activité des carnivores, donc des prédateurs, au travers des traces de dents et de rognage. Vous avez ici deux ossements d'ours qui présentent aux deux extrémités, alors c'est peut-être pas très net, des traces de dents. Là, ce sont des éléments qui ont été mâchouillés et les carnivores, généralement, vont attaquer les os des deux côtés des extrémités, des épiphyses, parce que ce sont les parties qui sont riches en graisse et qui vont vraiment plutôt les intéresser. Si vous donnez un os à un chien, généralement, vous allez voir si les extrémités va plutôt attaquer ces parties-là. Et c'est ce qu'on va retrouver également, ce sont des os qui vont être entiers ou presque entiers. La diaphyse, donc la partie ici qui relie les extrémités, elle est extrêmement compacte, elle est difficile à fragmenter. Donc ça, c'est plutôt caractéristique d'assemblage qui va être constitué par les carnivores. On va également regarder et quantifier les traces et les modifications anthropiques. Elles peuvent être multiples. On peut avoir des os brûlés qui vont témoigner d'une chauffe pouvant être liée à la cuisson des aliments, enfin de la viande ou pas, mais en tout cas qui va être plutôt d'origine anthropique, surtout quand elle est uniquement au stade de carbonisation. On va avoir des traces de découpe, comme vous avez ici, qui sont des stries laissées par la lame de silex lorsqu'elle a impacté l'os, quand on va récupérer la viande. Vous avez ici une autre strie ici, et on va regarder un petit peu où elle se localise sur l'os. Ces localisations sur l'os vont nous permettre de savoir les activités anthropiques qui ont été mises en œuvre. Par exemple, on sait que ici, vous avez un métapode de renne, on a plutôt affaire à la désarticulation de l'extrémité de la patte, tandis qu'ici, sur une vertèbre cervicale de Mégacéros, la trace va plutôt témoigner du décharnement. Donc, tout ça, ce sont des indices que l'on va chercher, que l'on va repérer pour mieux comprendre l'alimentation et les modes de vie des hommes préhistoriques. On va également avoir des points d'impact. Donc, si les carnivores ne vont pas éclater, fracturer les os, l'homme préhistorique, en revanche, oui, parce qu'il va aller récupérer la moelle qui est contenue à l'intérieur. Les os longs contiennent tous de la moelle osseuse qui est extrêmement importante et riche en nutriments. Donc, elle va être recherchée et vous voyez ici un point d'impact lié vraiment à la percussion d'une pierre, d'un galet pour faire éclater l'os. Donc là aussi, on les représente sur ces petits, sur ces os pour voir leur localisation, s'il y a un endroit plutôt privilégié ou pas. Je vais maintenant vous présenter un petit peu, donc ce graphique un petit peu peut-être un petit peu compliqué. Nous avons ici à gauche la densité osseuse et la densité lithique. Donc, j'ai appelé densité osseuse lithique, c'est le nombre de restes proportionnel au volume fouillé.
Donc, on n'est pas sur le nombre de restes global, hein, mais vraiment sur une densité plutôt. Et on voit qu'on a ici la couche 20 qui est extrêmement riche, aussi bien en restes osseux et en restes lithiques. Et on voit une certaine covariation de ces deux droites, avec ici la couche 17-18 qui, elle aussi, s'individualise un petit peu. On a très peu de restes lithiques et en proportion assez peu de faune. Donc, je vais vous présenter un petit peu ces couches assez rapidement. Je vais développer plutôt la couche 20, qui est la couche peut-être avec la plus grosse emprise anthropique. Et puis, on voit également un petit peu aussi la couche 17-18 qui montre un assemblage mixte et un impact des carnivores qui est peut-être un petit peu supérieur à celui de l'homme. Donc, tout d'abord, la couche 20 avec le spectre de faune. Donc, je reviens un petit peu plus dessus. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a vraiment axé sur l'acquisition du cerf et du cheval, et dans une moindre mesure de celle du bison. Le renard et le loup sont les seuls carnivores qui sont documentés dans cette couche, et ils sont extrêmement faibles. On est à peu près à un peu moins de 1% pour chacun. Donc, d'après l'étude des traces de découpe, on peut certifier que le cerf, le cheval et le bison ont bien une origine anthropique dans cette couche archéologique, tandis que le renard et le loup ont, quant à eux, une origine naturelle. Ils se sont retrouvés piégés et sont venus mourir dans cette grotte. Les modalités de transport et de traitement des carcasses. Quand on regarde un petit peu les parties anatomiques qui sont présentes, on observe plus particulièrement la présence de restes riches en viande. Ce sont les os longs charnus qui ont été ramenés sur le site, tandis que les parties les moins riches, les moins intéressantes nutritivement ont été abandonnées probablement sur le site d'abattage. Pour le cheval, même constat, on a la bonne représentation des éléments riches en viande, tandis que les éléments, les bas de pattes sont quasiment inexistants et le crâne assez peu représenté. En ce qui concerne l'âge et les modalités d'acquisition des individus, pour le cerf, on note 8 individus présents dans cette toute petite couche, avec notamment 5 adultes. Donc, on a plutôt une chasse spécialisée. Hein, donc, comme on l'a dit, spécialisée pourquoi? Parce qu'on est vraiment focalisé sur une ou deux espèces, ici cerf et cheval, et orienté vers des individus adultes, donc avec un très bon rendement carné. Pour le cheval, on a un petit peu moins d'individus et des individus plutôt fragiles. Donc là, on n'a pas du tout la même stratégie hein, de chasse et notamment d'aborder le troupeau. Quant au bison, on a 2 individus adultes. C'est un petit peu difficile de parler ici de chasse spécialisée. On pense plutôt à une chasse opportuniste. La couche 19 sur laquelle je vais passer, alors là, pour le coup, beaucoup plus brièvement. Hein, pour les autres couches, je vais principalement vous présenter les spectres et ce que l'on peut en dire d'un point de vue acquisition et alimentation. Donc, on a un spectre de faune qui est beaucoup plus diversifié et notamment la présence de chamois et de lapins qui, pour le coup, on n'a aucune trace anthropique. On a quelques traces de carnivores. Donc, on suspecte pour chamois et le lapin une origine plutôt soit naturelle, soit apportée par un prédateur. Renard, ours et loup sont quant à eux vraiment d'origine naturelle. Et seuls vraiment le cerf, le cheval, le bison, le mégacéros et le renne présentent incontestablement une origine anthropique. Donc là, on a une consommation et une chasse qui s'est vraiment à nouveau centrée sur le cerf et le cheval, avec des individus ici un peu plus nombreux. Et on constate pour le cheval toujours une chasse spécialisée et orientée vers l'acquisition des individus les plus fragiles, donc les plus faciles à chasser, alors que pour le cerf, comme pour la couche précédente, on a une acquisition qui plutôt va tendre à chercher les individus adultes et en pleine santé. Même observation pour le bison, seulement 2 individus adultes pour lesquels on ne peut pas non plus aller un peu plus loin et on pense plutôt à une chasse opportuniste. Enfin, pour le renne et le mégacéros, on a un seul individu qui est représenté qu'au travers de quelques rares éléments. Donc là, on pense plus à une chasse opportuniste, voire même peut-être à du charognage. Dans les modalités d'acquisition, ce qu'on peut également avoir comme indice, ici, c'est les indices de saisonnalité.
on a dans cette couche la présence de fœtus, notamment pour le cheval, que vous voyez ici en bas. Et quand on connaît les périodes de naissance de cet animal, on arrive vers des données métriques et des droits de transfert, à savoir à peu près quel était l'âge du fœtus, et donc du coup à savoir à quelle période de l'année il est mort. Ces données-là vont nous permettre d'estimer un petit peu et d'évaluer les saisons d'occupation du site. Donc, par exemple, pour le cheval, on a plutôt une occupation de la grotte et une chasse de ce dernier vers la fin de l'été et de l'automne, puis à nouveau fin de l'hiver et de printemps. Donc, pour le cerf, on a des indices de saisonnalité qui nous indiquent plutôt une chasse à l'été et à l'automne. Et là, on voit justement que l'ours, on a plutôt une tendance en hiver. Donc, on voit vraiment le partage de la cavité de cette grotte. Rapidement, la couche 17-18 maintenant, on voit un spectre qui est très fortement diversifié et la présence, voire l'abondance de l'ours. Donc là, on a une couche qui est avec vraiment un assemblage qui a une origine multiple, hein, aussi bien anthropique pour le cerf, le cheval, le bison, le mégacéros et le renne. Et à nouveau, chamois ici et donc bouquetin qui, quant à eux, sont présents dans la grotte, mais ne relèvent pas du fait de l'homme a priori, puisqu'on n'a aucune trace de découpe sur ces derniers. On a une d'acquisition qui va être cette fois systématiquement, pour toutes les espèces, tournée vers les individus les plus fragiles. Et pour le bison et le mégacéros, pareil, sur les mêmes indices que tout à l'heure, un seul individu et assez peu de reste. Plutôt, on pense à du charognage. Les indices de saisonnalité sont beaucoup plus réduits et on voit une présence à l'automne et au printemps. On a ici, au travers de la faiblesse de la densité et tout ça, on voit qu'on a un événement qui est vraiment relativement court dans le temps. Et on sent également, au travers la chasse orientée vers des individus fragiles, qu'on est dans une période un petit peu de précarité énergétique. On va aller chercher vraiment jusqu'au... Enfin, vraiment... comment dire, aller vraiment jusqu'au bout des choses et des traitements des carcasses. Par exemple, ici, vous voyez une mandibule de cheval qui a été fracturée. On voit ici l'impact du galet qui vient fracturer pour aller récupérer la moelle comprise de la mandibule. Donc, quand on en est à récupérer la moelle présente dans la mandibule, c'est qu'il y a vraiment plus beaucoup à manger et que on va vraiment, entre guillemets, racler les fonds de tiroir, quoi. Ensuite, je passe très très rapidement encore sur la couche 16 et 15, qui sont donc les deux couches suivantes, pour lesquelles on a à peu près les mêmes choses. Donc, je vais uniquement développer, parler de la couche 16. À nouveau, un spectre de faune qui est extrêmement diversifié, aussi bien carnivore que herbivore, la présence des lagomorphes, et toujours pareil, chamois et bouquetin, toujours une origine carnivore, hein, dans la grotte. Tandis que cerf, cheval, bison, chevreuil ou renne ont plutôt une origine, même une origine anthropique. Les modalités d'acquisition, ça va être de la chasse. En revanche, on n'arrive pas à détecter si on s'est focalisé sur les vieux individus et les individus jeunes, donc plus fragiles, ou sur les adultes. On a un petit peu de tout, donc peut-être plutôt opportuniste. Voilà. Et puis pour le chevreuil, pareil, des pratiques de charognage. Saisonnalité à peu près la même que les périodes précédentes, avec cheval et bison à l'automne et le cerf printemps et automne, sachant que la grotte peut être occupée à plusieurs reprises dans l'année et c'est pas forcément avec les mêmes cibles, hein. On peut avoir le cheval à l'automne et puis ensuite on revient dans cette cavité, on vient s'abriter là-bas pour maintenant chasser le cerf plutôt au printemps. Je terminerai par la couche 8 qui, donc on l'a dit, une couche donc plutôt une évolution pendant un climat tempéré, avec de manière vraiment incontestable, avec liée aux traces de découpe présentes et aux différents indices anthropiques, avec un cheval, cerf, castor et renne qui sont d'origine anthropique. Toujours les carnivores, une origine naturelle. Le chamois, toujours une origine carnivore, hein.
Et puis le chevreuil, pour lequel on a une origine un peu indéterminée, il est abondant, il est très présent, on a beaucoup d'individus, néanmoins, on n'a aucune trace de découpe. Donc, voilà. Après, la trace de découpe, ce qu'on explique généralement, c'est que c'est quand même un acte. Le boucher n'a pas envie d'abîmer son outil. Il a plutôt envie, il va essayer de préserver sa lame. Donc, la trace, quelque part, la strie de découpe, c'est un petit peu un accident de parcours. On essaye d'éviter ça. Mais bon, c'est pas forcément une raison suffisante non plus. Mais en tout cas, voilà, pour ce chevreuil, c'est un peu plus anecdotique, pardon. Donc, pour ce qui est des animaux, la chasse, là également, on a très peu d'individus, on a une occupation plutôt courte. On peut parler de chasse puisqu'on a des individus adultes, donc c'est peu probable qu'ils soient morts de mort naturelle. Et pareil, la prédation par les carnivores va plutôt toucher les individus plus faibles, hein, donc les jeunes et les vieux animaux. Donc là, on place tout pour de la chasse, mais qui en l'occurrence n'est pas spécialisée. Pour le renne, on a un seul individu, quelques rares éléments, des éléments qui sont plutôt des éléments pauvres en viande, assez peu charnus, donc on pense plutôt pour un charognage passif. Et le chevreuil, donc comme on en parlait à l'instant, on a 4 individus, ce qui n'est pas rien, notamment des adultes, ce qui pourrait plutôt faire penser à de la chasse, mais on n'a pas vraiment d'indices qui nous permettent de voir un traitement anthropique de l'animal. Je vais maintenant, du coup, pour terminer ce séminaire, cette communication, justement essayer de voir comment on peut et comment on doit même imbriquer les données archéozoologiques que l'on a obtenues, les observations que l'on a, avec les données paléoclimatiques que l'on a pu déduire précédemment avec les isotopes stables de l'oxygène. Donc, on a un refroidissement qui est progressif, hein, comme on avait pu le voir. Et ce qu'on constate, c'est que tout d'abord, on a une durée d'occupation qui est de plus en plus courte. Et vraiment, on voit que plus il fait froid, plus la durée d'occupation est courte. Pourquoi? Peut-être parce que la cavité, en fait, n'est pas forcément accessible toute l'année. Voire, on a vu qu'elle était, quand on a le développement de la calotte glaciaire alpine, on voit qu'on a une influence assez forte qui peut être observée à la Bombe de Gini. Et donc, on peut imaginer qu'une partie de l'année, elle n'était pas accessible, ou en tout cas pas intéressante parce que en milieu périglaciaire, et donc avec une végétation et aussi et des ressources animales et végétales très peu abondantes. Ce qu'on constate aussi, c'est que plus il fait froid, plus on va avoir une diversification des spectres de faune, donc de la consommation et de l'alimentation carnée, qui elle-même va être plus opportuniste. On va dans les milieux les plus anciens et donc où on a les températures les plus clémentes, on va voir que l'homme préhistorique va vraiment cibler le cerf et le cheval pour son alimentation. Un petit peu moins dans la couche 17 qui est vraiment très courte. On a encore un petit peu cette présence un peu plus forte du cheval, mais vraiment dans les couches suivantes, on voit qu'il y a vraiment plus de spécificité. Donc voilà, il me reste maintenant à vous remercier et j'espère que j'ai pu un petit peu vous transmettre et vous montrer tout ce qu'on pouvait obtenir comme information et comme données lorsqu'on s'intéresse un petit peu aux assemblages osseux de mammifères. Je vous remercie.